Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Achat Manga où j'ai quand même pas mal de trucs à vous présenter. Mais pour ne rien vous cacher, ces derniers jours j'ai quand même assez peu de temps pour lire des trucs que je dois vous présenter. Parce qu'en fait, je dois déjà lire des trucs que je dois vendre. Par exemple, rien qu'hier j'ai lu Kyoko Karasuma, Sprite, Ariad, et j'ai un peu aussi relu Hell's Paradise pour savoir si je les gardais. Et en fait, aucune de ces 4 licences ne reste dans ma collection, même si franchement Ariad, j'ai quand même un peu du mal et j'hésite toujours un peu parce que ça reste par le même auteur que Claymore. Et faut se dire que j'adore Claymore, mais Ariane en soi, le manga est vraiment pas très bon et c'est pour ça que je suis quand même un peu coincé. Assez parlé de ça, rentrons tout de suite dans le cœur de la vidéo avec tout d'abord le 23e collector de One Punch Man avec déjà la couverture exclusive qu'on peut voir ici, mais en plus de ça, à l'arrière, et je pense que ça se remarque ici, on a une plaque métallique en plus qui a un effet de relief qui est vraiment bien fait. Pour vous dire, le volume coûte 9,90 €, donc la plaque a une valeur ajoutée d'environ 2 € à l'achat, ce qui en soi est vraiment pas cher. Le rendu est juste exceptionnel selon moi. Par rapport au titre One Punch Man, je pense que globalement à peu près tout le monde parmi vous connaît, mais selon moi c'est juste une masterpiece. C'est le meilleur manga dans sa catégorie, un peu manga action, shonen et très parodique. Vraiment ça excelle un peu dans tout ce que ça propose, surtout la patte graphique de Murata qui est juste incroyable. Et là j'étais quand même assez surpris parce que c'est un tome collector que j'ai acheté à Cultura, mais le problème c'est que je l'ai acheté 2 jours après sa sortie et à mon grand étonnement, pas comme l'Attaque des Titans et One Piece, même si on sera d'accord que c'est pas vraiment le même niveau parce que l'Attaque des Titans, il y a quand même une hype derrière. Là j'y suis allé un peu après sa sortie et ils en avaient toujours en stock. Bon, il fallait demander à la vendeuse parce que clairement ils étaient pas en rayon, sinon il y en aurait 2-3 petits rigolos qui en auraient pris 5-6 et forcément il n'y en aurait plus pour personne. Mais comme quoi, même pour des titres comme ça qui sont quand même hyper connus, et faut bien croire que les collectors partent pas si vite que ça. Et là vraiment les cas qu'on a connus c'était vraiment des trucs quand même assez extrêmes avec tout le stock qui part en 1-2 heures, des gens qui font la queue. Faut dire que dans la plupart des cas en fait ça n'arrive juste pas. Ensuite quelque chose qui n'est pas un manga, qui est clairement lié dans l'univers et que je voulais absolument vous présenter, c'est Uta Monogatari, le set de vinyle qui reprend les OST et musiques de Monogatari série. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur qui est quand même plutôt stylé. Mais moi pour vous dire, je ne suis pas un collectionneur de vinyle. En fait pour vous dire, c'est les seuls que j'ai dans ma collection. Donc vraiment si je les ai achetés, c'est plus pour cet esprit de collectionneur, parce que moi j'adore la série Monogatari et là vu que ça reprend quasiment toutes les OST, et à mon sens, vu que je suis un fan de la série, il fallait absolument que je les prenne. Faut le prendre un peu plus comme un artbook, comme un objet qu'on montre et qu'en fait on ne feuillette quasiment jamais. Moi c'est quelque chose que je vais exposer à côté des mangas, à côté des artbooks de haut grade, et tout ça ensemble ça va faire tellement bien. Donc petite folie de ma part, mais je pense que maintenant on commence à avoir un peu l'habitude. Tant qu'on est avec la série, j'en profite pour faire la transition. J'ai reçu le premier volume, le livre 1 de Nisei Monogatari, Légendes illusoires, et le 11e volume du manga. Donc par rapport au light novel, là j'ai pas grand chose à dire dessus. On est dans la continuité de ce qui se proposait avant, donc grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du roman avec de temps en temps quelques illustrations à l'intérieur. Là, si je ne me trompe pas, il n'y en a qu'une seule et elle se trouve au début. C'est quand même assez triste à dire que c'est la seule illustration intérieure alors qu'on a plus de 400 pages. En tout cas, le premier opus, Karen B, le deuxième sera le Phoenix. Donc moi c'est pas l'un de mes arcs préférés dans l'adaptation animée, mais clairement c'est quand même l'un des arcs les plus marquants. Après il reste à voir où Pika Édition compte aller avec les light novels. Bon, je suppose que ça va quand même pas mal dépendre du manga, parce que si le manga s'arrête, je me vois très mal le light novel continuer. En plus il y en a, mieux c'est, et faut savoir qu'au Japon il y en a encore énormément. Là on doit même pas être à un tiers de l'histoire, mais imaginons que si on les éditait tous, franchement dans une collection, à côté des mangas, à côté des artbooks de haut grade, à côté des produits dérivés, ce serait juste incroyable quoi. Comme je l'ai dit, le 11e volume de Bakemonogatari. Alors, faut savoir que j'ai quand même pas mal de retard par rapport au manga. Alors pas par rapport au light novel ou à l'anime, parce que l'anime va beaucoup plus loin que le manga. Donc globalement, je sais plus ou moins ce qui se passe à l'intérieur. Le problème c'est que moi j'ai acheté le tome, si je me trompe pas, 8 ou 6 en édition limitée. Et attendez, je vais vous montrer ça. C'est bien le volume 8 avec la couverture exclusive plus le set de cartes postales. Et
il est encore sous blister. Et le problème, c'est que ça me fait vraiment trop mal de le retirer du blister. Surtout que si je me trompe pas, les collectors actuellement sont devenus quand même, en tout cas commencent à devenir rares. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'achète un autre volume 8 collector ou non, si c'est possible que ce soit collector, c'est mieux. Et que je lise ce volume en question parce que en fait, j'ai juste pas envie d'ouvrir celui-ci. Regardez-moi juste le détail et le style de ces planches qui est exceptionnel. Suite aux éditions Meian, deux nouveautés que j'étais quand même assez impatient de découvrir. Le premier qui est Skeleton Knight in Another World, les volumes 1 et 2 qui sont sortis en même temps. Et qu'est-ce que j'en pense sans être méchant ou quoi, je trouve que les isekai quand même un peu classique, ça devient lassant. C'est à mon sens un peu le problème de ce titre là, c'est que c'est beaucoup trop classique. Le personnage se voit réincarné dans un jeu vidéo, dans le jeu il était super cheaté, donc du coup il récupère les compétences. Le problème c'est qu'il avait un skin de squelette, donc dans le jeu, dans la réalité, dans l'isekai, il a l'apparence d'un squelette quoi. Il rencontre une elfe, il bat des méchants, il sauve des gens, et le souci, c'est que il est plus fort que tout le monde dès le début. Donc, à part suivre l'histoire du personnage principal qui, je vous cache pas, dans les deux premiers volumes, est pas incroyable. En fait, c'est pas spécialement original. Et bah, ça n'a pas grand intérêt. Surtout que le début fait quand même un peu amateur, surtout dans la narration où on est plus là à raconter l'histoire que vraiment à vivre l'histoire, mais ça se résout quand même assez vite. Niveau isekai, ce serait plutôt dans le haut du panier, mais le problème c'est que c'est très classique. La deuxième nouveauté aux éditions Meian qui me faisait quand même pas mal de l'œil, c'est The Most Notorious Stalker. Alors je pensais que c'était un isekai au vu de la cover, au vu du titre, mais en fait, c'est pas du tout le cas, c'est juste un manga de fantastique. On est dans un monde fantastique où il y a des monstres, il y a des aventuriers, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de méga roi démon dans l'histoire, même si pour l'instant on l'a pas encore vu. En fait, l'histoire, c'est que le but du personnage principal, c'est qu'en ayant la pire classe possible, parce que c'est un support, il veut devenir l'aventurier le plus puissant. J'ai découvert le titre, je me suis dit, bon, il va utiliser sa compétence de support sur lui-même d'une façon dont personne ne l'a pensé et devenir hyper cheaté. Mais en fait, pas du tout. On est très vite surpris parce que c'est plus un manga style psychologique mind game à la fin du premier volume et tu ne serais pas du tout attendu à ça en commençant le manga. Il fait appel à un marchand d'esclaves afin de lui donner ses anciens camarades qui l'ont trahi afin de gagner de l'argent. En fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on aurait plus tendance à s'attendre à ce que le personnage se batte contre des monstres d'abord, puis contre des humains. Mais en fait, là, j'ai juste l'impression qu'il va se battre contre des humains. Donc je vois même pas en fait le chemin que pourrait potentiellement suivre le personnage principal pour arriver à son objectif. Et enfin, le dernier titre des éditions Meian que je vais vous présenter, c'est Looking Up to Magical Girl, le volume 3. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une série que je trouve juste incroyable. Alors, faut aimer le ecchi, faut aimer les délires un peu SM, un peu comme Attache-moi. C'est un peu parodique, ça arrive à être drôle, il y a de l'action, il y a de l'humour, et l'histoire, faut se le dire quand même, ça se veut quand même assez original. Grosso modo, c'est des Magical Girls gentils contre des Magical Girls méchants, mais on comprend que les gentils ne sont pas si gentils que ça et que les méchants ne sont pas si méchants que ça, et que chacun a un peu ses traits de personnalité. Mais ça rajoute quand même beaucoup de charme à l'histoire parce que juste on a des personnages bien écrits quoi. Je vous montre quelques planches et dans ce volume-ci, on a de nouveaux méchants qui sont présentés, mais c'est pas vraiment des méchants, c'est plus des personnages qu'on rajoute à l'histoire pour faire avancer le scénario. Je vous laisse voir leur design. Là, ça va vraiment dépendre des gens. Il y en a certains qui vont adorer, d'autres qui vont être un peu dans l'incompréhension, mais à mon sens c'est quand même quelque chose que si on aime un tant soit peu le ecchi, faut aller lui laisser une chance parce que faut se le dire que le titre a quand même d'excellente qualité. Après ça, j'ai acheté parce que j'étais un peu curieux grâce à l'anime les deux premiers volumes de La Sorcière Invincible, tueuse de Slim depuis 300 ans, et du coup voilà, tout est dans le titre. C'est un isekai où il y a une fille qui se fait réincarner en tant que sorcière et pendant juste 300 ans, sans se lasser, pour une question d'habitude, elle tue des slims et à la fin de la période, on se rend compte en fait qu'elle est hyper forte. J'ai lu les deux premiers volumes que j'avais sous la main et globalement, c'est une histoire mignonne avec des personnages mignons et voilà, c'est à peu près tout dessus quoi. Et ça on le remarque très vite, rien que dans le style graphique. C'est clairement pas le titre qui m'a le plus chamboulé quand je l'ai lu. Après voilà, ça reste agréable, reste à voir si est-ce que au bout de plusieurs tomes ça arrive à rester captivant, et ça c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, même si là j'ai cru voir qu'ils introduisaient de nouveaux personnages.
Mais bon, bah, ça fait pas tout non plus quoi. La dernière nouveauté que j'ai présentée, qui est d'un éditeur qu'on voit vraiment pas souvent sur la chaîne, c'est A Safe New World aux éditions Komiku. Et ça, pour vous dire, c'est aussi un isekai, donc oui, j'aurais présenté quand même pas mal d'isekai dans la vidéo. Mais pour l'instant, juste avec les 3 premiers volumes, c'est clairement un isekai ou un manga de fantastique, vous le prenez un peu comme vous voulez, qu'il faut, à mon sens, absolument découvrir. Pourquoi je dis ça? Peut-être que par la suite, quand j'avancerai dans l'histoire, je changerai complètement d'avis, mais juste avec les 3 premiers volumes, l'auteur arrive à faire quelque chose quand même d'assez fort. C'est que là, on a un isekai où le personnage principal n'a aucune compétence particulière. Ce qui fait qu'on a un sentiment vraiment très bizarre lors de la lecture, comme quoi le personnage principal ne sert à rien, qui peut se faire tuer à peu près littéralement tout le temps, mais c'est lui qui résout l'histoire d'une manière on va dire, très naturelle. Après, c'est sûr que c'est pas un japonais lambda, on le voit très vite au cours de l'histoire, qui cache 2-3 secrets, mais dans le fond, quand tu le prends comme ça, c'est quand même assez unique. Surtout que la deuxième chose que je trouve vraiment étonnante, et rien que pour ça, ça vaut le coup de le découvrir, c'est un isekai qui sait ce qu'il veut raconter par la suite. Donc c'est pas juste je me balade, je bats des méchants. Là, dans le premier volume, il t'introduit des trucs que je pense qu'il veut résoudre par la suite. Ce qui veut dire que c'est pas juste un auteur comme ça, comme la plupart des isekai, qui fait un isekai parce que c'est le truc qui a du succès, c'est le truc qui a beaucoup de chances d'être édité. Là, on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de réflexion derrière. Surtout que sur le dessin, c'est plutôt pas mal et on a des scènes vraiment mignonnes. Là, c'est vraiment les premières pages d'introduction et on a souvent des têtes comme ça très simplifiées qui rajoutent quand même pas mal de légèreté lors de la lecture. Donc à Safe New World, si vous avez l'occasion, prenez les 2 premiers volumes pour lui laisser une chance parce que ça peut valoir le coup. Donc c'était à peu près tout. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, salut!